Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, c'est les pieds sur le pouf, mais c'est pas Jérôme Blanchet-Gravel, c'est le prof Caron qui est avec nous. D'ailleurs, on le remercie sérieusement. Il y a 10 heures de décalage avec le Kazakhstan, là. C'est pas si facile que ça pour lui d'être présent avec nous le soir, avec la petite famille. Il est là pour notre plus grand plaisir. Fait qu'on commence ça immédiatement. Jean-François, merci d'être avec nous ce matin. Ce matin pour nous, ce soir pour toi. Donc, comme Yann le dit, il y a quand même un bon décalage entre les deux. Puis je pense que tu me disais que ça va être pire hein, avec le changement d'heure. Ben oui, on va passer à 11 heures dans 2 semaines à peu près, là. Oui, à peu près. Donc, c'est le temps de le faire parce que ça va être encore plus compliqué Oui. après. Écoute, Jean-François, les gens ont suivi, à moins que vous étiez sur une autre planète là, dans la dernière semaine ou que vous êtes parti faire, je sais pas, une excursion dans le Grand Nord coupé de la technologie. Là. Normalement, vous avez vu les événements qui ont eu lieu. Là, donc, c'est-à-dire, d'une part, l'attaque du Hamas en Israël et la réplique sur Gaza de la part de Tsahal. Après ça, vous avez vu l'histoire de ce professeur français qui a été assassiné, là, un deuxième par quelqu'un qu'on dit qui a été radicalisé puis fiché S par les services de renseignement français. Après ça, il y a eu cet attentat à Bruxelles, en Belgique, où on a vu encore une fois là, un individu là, radicalisé là, commettre des meurtres là, finalement. Là. Je ne sais même pas s'ils l'ont chopé. Là, de ce que je comprends, il était un peu fugitif pendant un moment. Puis la raison pour laquelle je voulais t'inviter, c'est que tu as écrit un bouquin qui est très pertinent dans le cadre de ces discussions-là, qui s'appelle L'Occident face au terrorisme, un regard critique sur 20 ans de lutte contre le terrorisme. Donc, c'est disponible un peu comme tous tes bouquins là, aux presses de l'Université Laval, là, format papier et PDF aussi. Donc, les gens peuvent se le procurer là, si ça les intéresse. Donc, c'est un sujet que tu as traité en long et en large là, dans ce bouquin-là. Puis, j'aimerais partir d'une citation du livre que j'ai trouvé particulièrement, qui résumait très bien le propos qui est tenu, et ça va comme suit. Afin de lutter contre la menace terroriste, les États ont deux options à leur disposition. Soit attendre d'être victimes d'une attaque, ou faire la guerre aux organisations terroristes qui les menacent avant d'avoir subi une attaque. Malheureusement, les deux options posent problème. Si l'État peut seulement recourir de manière légitime à la violence une fois qu'il a été pris pour cible par une attaque terroriste, cela signifie qu'il ne peut pas se conformer à l'obligation qui lui incombe de défendre et protéger la vie de ses citoyens et de ses citoyennes. Cette stratégie purement réactive est difficile à justifier. Ainsi, d'après Alex Bellamy, le risque de voir émerger un terrorisme susceptible de faire de nombreuses victimes rend imprudente, au mieux potentiellement immorale, l'adoption d'une telle stratégie. Et là, tu parles un peu de la stratégie de la réaction, à quel point ça peut être contre-productif. Puis là, tu donnes l'exemple avec l'Irak, par exemple, ou avec l'Afghanistan, qu'on a attendu de subir des attaques. Là, il y a un sentiment de désir de vengeance qui émerge dans la population, puis ça amène à des interventions militaires musclées où il y a encore plus de gens qui meurent, des civils, des pertes civiles, tout ça. On a l'impression que, et dans le cas des choses qui se sont passées en France et à Bruxelles, qu'en Israël, on est face à la même chose. Là. C'est-à-dire que, il y a un attentat qui est commis par le Hamas. Évidemment, c'est comme un des pires trucs qui est arrivé à la communauté juive israélienne depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et là, il y a à l'intérieur de la population, il y a un sentiment de vengeance, là, de désir de vengeance qui est patent. Là, ça paraît. Là, on a juste à regarder les réactions. Puis toi, tu te dis, le risque dans un cas comme ça, c'est que ça aille trop loin ou que ce soit contre-productif parce qu'après, tu radicalises encore plus des gens qui l'étaient déjà. Donc, c'est un peu comme ça que je mettrais la table, je dirais, là, pour ton intervention. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était très pertinent là, comme dilemme que tu proposes là, dans tout ça. Là. Oui, le problème, c'est que
en droit international, on n'a pas les outils à l'heure actuelle pour pouvoir justifier une attaque préemptive contre un groupe terroriste. Parce que l'attaque préemptive, la menace doit être imminente. Donc, ça veut dire qu'on doit avoir des preuves concrètes qu'un État ennemi est en train de masser ses troupes à notre frontière et sur le point de nous attaquer. Puis ça, c'est nous attaquer dans une question d'heures ou de jours, là. Donc, on n'a pas d'autre option que d'attaquer en premier avant de se faire attaquer. Le problème, c'est que la menace terroriste, c'est le modus operandi de ces organisations-là, c'est de toujours nous prendre par surprise. Donc, la menace est jamais imminente. Donc, si la menace est jamais imminente, donc on n'a pas à notre disposition les outils pour pouvoir justifier des actions violentes, destructives dans certains pays où les groupes terroristes sont en train d'opérer. Et donc, l'alternative, comme tu dis, c'est de se laisser attaquer. Puis lorsqu'on a 5, 6, 700 civils qui sont assassinés, ou comme le 11 septembre 2001, 3000 civils qui meurent dans des avions ou dans des gratte-ciels, bien, il y a un sentiment de vengeance qui prédomine. Puis là, un peu la raison fout le camp. Et là, on se lance dans des grandes opérations militaires qui coûtent des fortunes et qui, au final, se révèlent complètement inefficaces. En Afghanistan, l'intervention a duré 20 ans. On n'a pas réellement éliminé la menace terroriste. Les talibans, l'organisation politique qui soutenait directement Al-Qaïda à l'époque, ces gens-là sont revenus au pouvoir. L'intervention C'est drôle parce que, excuse-moi de te couper, mais dans ton bouquin, en plus, tu le dis que c'est ce qui va arriver, puis c'était pas arrivé encore, si je me trompe pas. Tu dis on peut fortement suspecter que les gens qui étaient là vont revenir aussitôt que le pays va être évacué. Ben oui, puis dans le cas de l'Irak, l'intervention en 2003 des États-Unis puis de leur coalition, ça a amené à quoi? À une région complètement déstabilisée et à la création d'un autre groupe terroriste, à peu près aussi meurtrier, sinon plus qu'Al-Qaïda, en l'occurrence l'État islamique. Donc, l'idée, c'est de pouvoir attaquer de façon préemptive des individus, des groupes terroristes avant qu'ils viennent nous attaquer. Le problème, c'est qu'on n'a pas les outils en droit international pour pouvoir le faire. Puis ça, c'est le dilemme des 20 dernières années. La lutte globale contre le terrorisme, le bilan est assez négatif, là. L'intervention en Afghanistan, en Irak, ça n'a rien donné. Et surtout, c'est qu'on a transféré le risque de nos civils vers les civils afghans ou irakiens. Parce que de mémoire, je donne des chiffres comme ça. Je crois qu'en Afghanistan, au cours des 20 dernières années, le nombre d'individus qui sont décédés directement ou indirectement en raison de l'intervention des États-Unis puis de la communauté internationale, c'est à peu près 45 000 civils afghans qui sont décédés. Puis en Irak, ben, on ne le sait pas vraiment, mais c'est à coup de dizaines de milliers, puis on doit être dans les centaines de milliers aussi. Donc, si l'idée de lutter contre le terrorisme, c'est d'empêcher ces groupes-là de tuer des civils, par nos interventions en Afghanistan et en Irak, on a entraîné directement et indirectement la mort de dizaines de milliers de personnes innocentes. Donc, on a échangé 4,30 sous pour une pièce ici. Puis la menace, elle est toujours présente. Les organisations, autrement dit, en plus, tu as deux dilemmes. C'est comme tu dis, il y a le droit international qui te limite énormément. Fait que tout ce que tu peux faire, ça se limite à principalement de l'espionnage, mais même si tu collectes de l'information, tu es dans une position où est-ce que tu as de la difficulté à pouvoir l'utiliser pour te protéger. Et de l'autre côté, ben, dans le cas du Hamas, ils sont au pouvoir comme tel dans la bande de Gaza, on pourrait dire, malgré que c'est un peu... J'ai beaucoup de difficulté à les appeler comme un gouvernement parce qu'ils se contrefoutent carrément de leur peuple. Plus des occupants qu'autre chose. Là. Mais tu es souvent dans des situations comme ça que justement, tu combats pas nécessairement un pays étranger. Tu combats une organisation terroriste à l'intérieur d'un pays que tu dois occuper pour combattre. C'est ce qui rend les choses plus difficiles. Quand on arrive avec l'Ukraine, la Russie, tu as quelque chose de beaucoup plus classique qui est un pays avec un dirigeant contre un autre pays avec un autre dirigeant. Est-ce que ça vient compliquer aussi des choses beaucoup au niveau international? Ben oui, parce que si tu as un groupe terroriste qui opère dans un autre pays, de façon optimale, tu espères que le pays à l'intérieur duquel le groupe terroriste opère va collaborer avec toi pour te permettre d'y déployer des troupes, de te permettre de faire des frappes pour lutter contre cette menace-là. Ça a été le cas, par exemple, au Mali, lorsque le gouvernement malien se rendait compte que dans les prochaines 24 heures, 48 heures, allait se faire complètement renverser par les islamistes qui provenaient du Nord. Donc, ils ont demandé l'aide de la France et la France est intervenue avec le soutien du gouvernement malien pour pouvoir freiner la menace terroriste. Ça, c'est le scénario optimal.
L'autre scénario qui est le moins optimal, c'est lorsque vous avez un État qui coopère directement avec un groupe terroriste. Ça a été le cas des talibans avec Al-Qaïda jusqu'entre 1996 et 2001. Et ça a été le cas, et c'est toujours le cas, je pense, on peut l'affirmer, entre l'Iran et le Hamas. Et là, ça devient beaucoup plus problématique parce que là, le groupe terroriste est en mesure de bénéficier du soutien d'un gouvernement qui contrôle un État, une économie nationale, qui est en mesure de se procurer de l'armement. Et là, c'est toute la question, c'est qu'est-ce qu'on doit faire, et comment est-ce qu'on doit intervenir. Et si on intervient en Iran pour pouvoir détruire, par exemple, une centrale nucléaire secrète, pour pouvoir lancer des frappes, comme par exemple contre un camp d'entraînement d'un groupe terroriste, est-ce que l'Iran va considérer que cette intervention-là est un acte de guerre? Et c'est évidemment ce qu'on souhaite éviter. En support à ce que tu dis, il y avait un article hier, justement, qui est sorti dans Fox News qui nous disait que le Soleimani, là, le gars qui a été liquidé par les États-Unis en 2020 dans une espèce de raid, en fait, on suspecte que ce serait lui qui serait l'architecte de l'attaque surprise du Hamas. Donc, parce que un des dirigeants du Hamas a lui-même admis dans une entrevue qu'il a donné à je ne sais plus trop quel média qu'en réalité, ça fait plus de 2 ans qu'ils sont là-dessus, ce qui rendrait la chose logique. Là. Et justement, pour faire du pouce sur ce que Yann disait, dans ton bouquin, tu mentionnes aussi la chose suivante que je trouve intéressante. Tu dis « Les alternatives violentes à la guerre permettent de dépasser l'opposition binaire entre hard war et soft war. » Et là, tu dis, en gros, en général, quand on est face à une nation, et non pas un groupe comme tel ou une organisation terroriste à l'intérieur d'une nation, il y a 2 manières de lutter contre elle, typiquement. Un, l'intervention armée pure et simple, genre ce que fait les Russes en rentrant en Ukraine, par exemple, ou les sanctions économiques, diplomatiques, les menaces de couper des traités de libre-échange et autres trucs, ce que, par exemple, les pays occidentaux ont choisi d'une certaine manière de faire contre certains pays, là, notamment. On peut penser à Cuba, on peut penser à... Les États-Unis, ils ne sont pas rentrés sur l'île avec des militaires récemment, mais il y a quand même des mesures qui sont prises pour essayer de contrer le régime ou la menace qu'on pense qui pourrait faire peser. Ça s'est fait ailleurs. Bon, vous comprenez un peu le dilemme. Mais toi, ce que tu dis, c'est que justement, dans le cadre d'une organisation ou d'individus qui appartiennent à des organisations un peu partout qui pourraient commettre des attentats ou poser ce genre de gestes-là, il y a pas, tu peux pas. En fait, c'est ce dilemme-là qu'il faut dépasser par des actions ciblées d'une certaine manière. C'est un peu à ça que. Ouais. C'est un peu à ça qu'on pensait quand Donald Trump parlait de justement l'intervention qui a amené au fait que ce monsieur-là dont on a parlé avant s'est fait liquider. Exactement. Donc, des espèces de raids un peu éclairs où, par drone même, ça peut se faire. On cible une tête dirigeante de quelque chose quelque part et cette personne-là se fait, dans une attaque éclair, liquider. Mais bon, il n'y a pas de guerre qui a été déclenchée nécessairement ou il n'y a pas de sanctions comme telles sur le pays. Ça avait été considéré comme un changement de doctrine de la part des États-Unis, d'ailleurs, cette attaque-là contre Soleimani. Ben, pour moi, c'est la seule alternative valable parce que, d'une part, comme tu dis, c'est soit on lance une opération militaire de grande envergure, on envahit un pays, on fait un changement de régime, ça a été fait en Afghanistan, en Irak, ça a été un désastre. Ou on déploie des alternatives non violentes à la guerre, donc des sanctions économiques, des sanctions diplomatiques. Mais ça, contre des groupes terroristes, ça ne fonctionne pas. Un groupe terroriste ne contrôle pas d'économie nationale. C'est un groupe déterritorialisé. Donc, que tu leur imposes un gel de leurs avoirs à l'étranger, ils n'en ont pas. Que tu les empêches de participer aux Jeux olympiques ou à la Coupe du monde de soccer, ils s'en foutent. Ils n'ont pas d'équipe nationale. Donc, il y a beaucoup d'alternatives non violentes comme ça qui sont totalement inefficaces contre des groupes qui ne sont pas des entités territoriales. Donc, il faut une alternative entre les deux. Puis moi, ce que je préconise, c'est l'idée d'alternative violente à la guerre, donc ce qui implique la destruction ou de viser avec des mesures létales certains individus dont on sait, avec des preuves concrètes, dont on sait qu'ils sont activement membres de groupes terroristes qui planifient des attaques terroristes à l'étranger par le biais d'attaques de drones. Ça peut être aussi avec des cyberattaques. On l'a vu en Iran en 2009-2010. L'Iran, qui collabore avec le Hamas et le Hezbollah. Donc, on a découvert que l'Iran est en train de construire une centrale nucléaire secrète
Ce n'était pas déclaré à la communauté internationale. Donc, évidemment, vous avez une centrale nucléaire secrète, vous collaborez avec des groupes terroristes. Ouais, ça pue. C'est une 1 menace. + 1 = 2. C'est ça, c'est une menace qui est crédible. Donc, on ne le sait pas. Ça, c'est le problème des cyberattaques parce qu'on peut facilement utiliser des adresses IP différentes à travers le monde. Donc, c'est très difficile d'attribuer qui est responsable de la cyberattaque. Mais bref, une entité internationale, un pays étranger, c'est soit Israël ou les États-Unis, ont développé un virus qu'on a appelé Stuxnet, qui a été analysé par des ingénieurs informatiques qui en sont venus à la conclusion que c'était de loin le virus informatique le plus sophistiqué qu'ils avaient jamais vu de leur vie. Donc, ce virus-là a contaminé la centrale nucléaire, a fait spinner à une vitesse complètement démesurée les centrifuges de la centrale nucléaire, à tel point que ça les a fait exploser, puis ça a détruit le réacteur de la centrale. Ça a tué personne, mais ça a détruit le réacteur et ça, selon les estimations, ça a fait reculer de l'ordre de 2 à 5 ans le développement du programme nucléaire iranien. Donc, pour moi, c'est un bel exemple d'alternative violente à la guerre. Il y avait une menace, puis on l'a réduite au silence avec une cyberattaque. On n'a tué personne. La destruction a été extrêmement ciblée. Et une fois qu'on avait détruit ce qui était problématique, ça a cessé, ça s'est arrêté, là. Donc, ça a été une mesure très chirurgicale et qui a été très momentanée. Et donc, techniquement, en droit international, c'est un acte de guerre. Mais lorsqu'on y pense, je pense que le droit international doit évoluer en se disant, bon, dans des situations comme celle-là, ça ne devrait pas être considéré comme un acte de guerre parce qu'il y a une raison légitime derrière cette action-là. Moi, j'étais vraiment pas un fan de Donald Trump, honnêtement, dans sa présidence, mais quand il y a eu les événements avec l'Iran, justement, puis l'attaque envers Soleimani, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que ça avait été considéré comme un changement de doctrine de la part des États-Unis. C'est une forme de révolution. C'était quelque chose. Généralement, quand tu subissais des problématiques avec l'Iran, on avait plus tendance à tendre l'autre joue au niveau des Américains. Ce qui se passait, c'était évidemment, on gossait les bateaux qui transportaient du pétrole à ce moment-là. On menaçait d'attaques terroristes, quasiment du piratage, des choses comme ça. Puis, à un moment donné, les États-Unis ont dit, OK, on va faire une attaque très ciblée, Soleimani, bang, t'es out. Après ça, les Iraniens avaient répliqué en attaquant, mais je veux dire, c'était une réplique qui était complètement loufoque. Tout le monde l'avait compris à ce moment-là. Puis on avait vraiment l'impression, tu dis, oh, les États-Unis viennent de mettre la main sur une recette qui fonctionne bien. Puis en plus, tu peux t'imaginer que, justement, dans ce type de régime-là, il y a des dirigeants militaires qui ont une certaine forme de liberté. Puis que de les obliger à vivre dans la terreur d'avoir un drone sur le dessus de leur tête, c'est pas une si mauvaise idée que ça. Je ne sais pas si tu te rappelles, Yann et Jean-François, il y avait eu une entrevue qui date il n'y a pas si longtemps que ça entre, je pense, c'était Sean Hannity avec Donald Trump. Et puis, il avait dit, Sean Hannity avait demandé à Trump, il disait, est-ce que c'est vrai que vous avez déjà envoyé à un responsable la photo de la maison? Il avait dit, ouais, il dit, j'avais eu conscience que cet individu-là menaçait des civils, tout ça. J'ai envoyé une photo de sa maison. Il dit après ça, il m'appelait monsieur. En disant, je sais où tu restes, je sais où tu habites. Puis si tu veux avoir encore une maison ainsi que de ce qu'il y a dedans, il faudrait que tu te tiennes tranquille. Oui, parce que, tu sais, un chef politique comme ça, lui, il se dit, vous ne m'attaquerez pas. Vous n'allez pas envahir mon pays. Vous avez les précédents afghans et irakiens qui, tu sais, vraiment, là, vous n'allez pas faire ça parce que vous allez vous casser les dents. Et d'autre part, votre alternative, c'est d'imposer des sanctions économiques, des sanctions diplomatiques. Moi, je m'en fous parce que j'ai des alliés comme la Chine ou la Russie qui me permettent de court-circuiter ces sanctions-là. Puis de toute façon, dans le cadre de sanctions économiques comme ça, c'est le petit peuple qui souffre, ce n'est pas les dirigeants politiques. Donc, ces gens-là, ils sont assis dans leur fauteuil, ils regardent la parade défiler devant eux, puis ils sont crampés. Justement, quand Donald Trump donne la photo de la maison, c'était le chef des talibans, qui lui a dit voici, je sais où tu habites. Puis il lui a demandé pourquoi est-ce que tu me donnes cette photo-là? Il dit je vais te laisser en tirer tes propres conclusions toi-même. Par la suite, là, il avait compris, il avait réalisé oups, maintenant, je peux être pris pour cible. Et puis un drone, ça vole à une altitude, on ne le voit pas le drone. La seule chose qu'on sait, c'est 3 secondes avant de recevoir un missile Hellfire sur la tête, on entend. Puis c'est fini, là.
les lumières s'éteignent. Donc, ces gens-là, ils réalisent que oui, ils peuvent être pris pour cible, puis soudainement, ils ont beaucoup à perdre. Et puis, moi, je pense honnêtement, c'est la seule alternative qu'il y a entre les mesures non violentes, les sanctions qui ne fonctionnent pas contre les groupes terroristes, ou une action militaire de grande envergure qui déstabilise des pays, qui déstabilise des régions, sans pour autant mettre un terme à la menace terroriste, là. Est-ce que tu penses que c'est possible qu'on vive un vrai conflit armé entre l'Iran et Israël éventuellement? Tout peut arriver, hein? C'est très difficile à dire. Puis là, en ce moment, le monde international est en pleine redéfinition, réorganisation. Puis ça, c'est le pire des moments parce que la nouvelle opposition qui est en train d'émerger, les ennemis ne connaissent pas encore c'est quoi les lignes rouges de leur adversaire. Donc, ils poussent toujours un petit peu plus loin. Ils testent l'adversaire pour savoir, justement pour tester c'est quoi la limite à ne pas franchir parce que les règles sont encore inconnues à l'heure actuelle. Tu sais, la Deuxième Guerre mondiale, le début de la guerre froide, ça a été comme ça. Tout de suite après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Staline a décidé de couper Berlin-Ouest de l'Allemagne de l'Ouest. Il a imposé un blocus. Donc, il a testé la détermination des Alliés qui ont répondu avec un pont aérien. Donc, eux, c'était de voir est-ce que l'Union soviétique va descendre les avions qu'on envoie pour larguer de la bouffe au-dessus de Berlin-Ouest. Ça ne s'est pas produit. Ensuite, ça a été les conflits en Asie du Sud-Est, au Vietnam, en Indochine. Et ça a culminé avec la crise des missiles de Cuba. Puis c'est là où les belligérants se sont rendus compte, OK, ça, c'est la ligne à ne pas franchir. Maintenant, on la connaît. Puis à partir de maintenant, on va se tenir tranquille. Puis c'est après la crise des missiles, des missiles de Cuba qu'il a commencé à avoir une détente entre les États-Unis et l'Union soviétique parce qu'ils avaient réalisé, là, il y a un point de rupture, un point de non-retour qu'on a presque atteint. Puis en fait, personne ne va entrer dans une guerre à grande échelle, surtout lorsque des armes nucléaires peuvent être utilisées. Donc là, le problème, c'est qu'on n'a pas encore atteint le moment de la crise des missiles de Cuba. On est en pleine période où c'est comme deux petits baveux dans le carré de sable qui se poussent, qui se lancent des insultes, mais qui ne sont pas encore prêts à en venir au point. Puis, mais ils sont parfaitement conscients qu'à un moment donné, il va y avoir une bousculade de trop ou un mot de trop qui, là, va mener à une effusion de sang. Puis, donc, à l'heure actuelle, dans le cas de la guerre en Ukraine, on ne sait pas comment ça va se terminer. Dans le cas du Proche-Orient, on voit que la Russie, la Chine, ils se montrent très actifs. Ils essaient de placer leurs pions, là. Donc, et s'ils réussissent à placer leurs pions, ils vont être en mesure de poser des gestes pour tester la détermination de l'Occident. Puis l'Occident va en faire de même. Donc, on est dans un jeu assez instable, assez dangereux à l'heure actuelle, jusqu'à temps qu'on en vienne finalement à déterminer les lignes rouges qui ne devraient pas être franchies. Mais ça peut prendre encore 10-15 ans avant qu'on découvre quelles sont les véritables limites de l'ennemi. Parlant de pion, la bande de Gaza, c'est ce que c'est présentement. C'est un pion sur un échiquier qui est beaucoup plus large que ça, d'une certaine façon. Puis c'est un peu pénible à penser d'une certaine façon parce que tu dis, tu sais, il y a quand même 2 millions de personnes qui vivent là. Puis sont complètement utilisés par le clan arabe, l'Iran notamment, pour justement titiller. Oui, le Liban aussi, là, tu sais, je veux dire, le Hezbollah en profite pour faire des attaques au sud de sa frontière. Puis en plus, comment je pourrais dire ça, ce qui est incertain dans tout ça, ou ce qui est un peu, ce qu'on ne sait pas, c'est que l'espèce de coalition des ennemis d'Israël, entre guillemets, elle est très, 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 très fragile, dans le sens que enlève Israël, qui est leur point commun, qui est leur ennemi commun d'une certaine manière, ils se détestent tous entre eux, là. Les sunnites versus les chiites. Je veux dire, il n'y a pas nécessairement le Liban, c'est pas nécessairement des amis de la Syrie ou de l'Iran. Donc, tu sais, ce sont des alliances, entre guillemets, circonstancielles. Mais d'une certaine manière, on l'a vu avec le refus de prendre des réfugiés de la bande de Gaza et autres. Ce ne sont pas des gens qui ont la solidarité, le panarabisme, là, tout ça, là, alors ça, un mot, ça ne veut rien dire. C'est un mot qui ne veut pas dire grand-chose. Ce n'est pas vrai qu'il y a une grande solidarité dans ce milieu-là et que ce sont tous des amis face à l'État colonial juif. Là. Ça, c'est un peu un roman savon qu'on se raconte, là, mais il n'y a rien de tout ça qui tient à grand-chose là, au final. Là. Non, c'est ça, dans les prochaines années, on va voir des conflits comme ça dans des zones tampons où les grandes puissances peuvent se permettre de mener des guerres. Tu sais, ça a été, après la Deuxième Guerre mondiale, ça a été le cas en Indochine, au Vietnam, en Corée. Donc, c'est des zones tampons.
c'est la même chose en Ukraine. L'Ukraine, c'est l'exemple parfait. Éventuellement, ça va peut-être être aussi Taïwan, mais le Proche-Orient, le Moyen-Orient, c'est aussi une zone comme celle-là où les belligérants en profitent pour se tester leur armement, tester la détermination des uns et des autres. Donc, à quelque part, ces conflits-là, c'est un peu triste à dire, mais ces conflits-là sont éducatifs pour les grandes puissances qui sont en mesure de déterminer par la suite c'est quoi les véritables intérêts stratégiques, la véritable intention, la véritable ambition de l'ennemi. Donc, ils prennent des notes, mais le problème, c'est que vous avez des milliers de personnes qui vont en subir les frais. Là. Mais ça, c'est l'histoire de tous les conflits de l'humanité. On ne va pas changer la nature humaine. Hein. Ce que j'aime, c'est que tu parles de grandes puissances qui se testent dans ces zones tampons-là. Il y a été une époque où est-ce que le Canada était considéré comme l'arbitre dans tout ça. Il y a été une époque où c'était le rôle qu'on entendait jouer de notre côté. On n'est plus là. Le Canada est devenu réellement complètement insignifiant sur la scène internationale. Notre opinion ne compte plus. On n'a plus d'impact. Notre armée fait dur. L'équipement militaire qu'on envoie à l'étranger fait dur aussi. Tu sais, tu disais que ces conflits-là dans les zones tampons peuvent servir à tester de l'équipement. Le Canada n'est même pas là. Les sous-marins prennent l'eau. Non, puis non seulement les ennemis du Canada, que ce soit la Russie ou la Chine, ils ne se préoccupent pas de nous, mais même les alliés du Canada, c'était il y a quelques jours, Justin Trudeau, on ne lui a même pas téléphoné pour qu'il puisse se joindre à la signature d'une déclaration commune qui incluait les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France ou une partie des pays de l'Union européenne. Tu sais, on nous téléphone même plus. Nos amis, nos alliés nous téléphonent même plus. Oui, c'est vrai. Donc, la grande tradition des casques bleus du Canada, comme ce qu'on appelle en anglais un honest broker, donc l'arbitre désintéressé qui allait s'interposer dans des conflits afin d'y installer la paix, c'est complètement révolu cette époque-là. Mais ça, c'est depuis la fin de la guerre froide. Et puis, malheureusement, les choix politiques qui ont été faits depuis ont contribué tout simplement à nous marginaliser plutôt que de nous faire des alliés. Puis, tu sais, les tentatives en 2010 puis en 2020 de se faire élire comme membre non permanent sur le Conseil de sécurité des Nations unies, ça a été la première fois qu'un pays se faisait dire non coup sur coup, alors que le Canada, entre 1945 et le début des années 2000, je pense, avait été en mesure de se faire élire comme membre non permanent une fois par décennie. Donc, on avait siégé 6 ou 7 fois. Et puis là, soudainement, c'est le refus de la communauté internationale. Puis on s'est fait battre par l'Irlande, la Norvège, le Portugal, des pays qui, en toute objectivité, comptent pas réellement sur la scène internationale, dont pendant la guerre froide, on aurait pu espérer là, les clencher lors d'un vote pour pouvoir siéger sur le Conseil de sécurité. Puis là, la donne a complètement changé. Le Canada est un acteur complètement insignifiant. Puis on se moque de nous, là. C'est littéralement ça, l'étranger, là. C'est intéressant que tu amènes l'ONU dans cette histoire-là parce qu'on sent qu'il se passe des choses assez louches dans cette institution-là, dans le sens que on sait que ça a été mis en place comme réponse à la guerre mondiale en se disant ça va désescalader des conflits, des choses comme ça, il faut que les nations se parlent, on donne un forum, ainsi de suite. Mais on sent que c'est de plus en plus noyauté par certains pays pour amener les décisions ou les prises de position dans une direction qui n'est pas si souhaitable que ça. Est-ce que c'est toujours pertinent, l'ONU, en 2023, ou c'est une institution qui mérite de grandes réformes? Après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait quand même une logique de dialogue qui prédominait. Les grandes puissances n'étaient pas intéressées à se faire la guerre directement. Donc, une institution comme celle-là peut fonctionner dans des circonstances comme ça. Mais quand tu vis dans une situation où la guerre est plus ou moins ouverte là, entre l'Occident puis le bloc illibéral articulé autour de Pékin et Moscou, il n'y a pas de discussion possible. Et puis le Conseil de sécurité devient plutôt un lieu d'affrontement, de confrontation entre ces deux blocs-là. Puis dans la mesure où la Russie et la Chine possèdent des droits de veto, ça rend, pour ainsi dire, totalement impuissant cette institution-là pour pouvoir imposer des résolutions, prendre des décisions pour pouvoir imposer la paix. Ouais. Donc, je ne dis pas que dans 10 ou 15 ans, le Conseil de sécurité ne pourra pas rejouer le rôle qu'il a joué pendant la guerre froide, mais à l'heure actuelle, malheureusement, l'heure n'est pas au compromis, à la discussion.
c'est plutôt l'heure aux proxy wars, aux conflits, aux guerres interposées dans des zones tampons. Puis ça va durer encore comme ça pendant, je dis, 10 ou 15 ans. Moi, je pense que mes enfants vont grandir dans un environnement politiquement instable. Une partie de ma vie, moi, toute ma vie, j'ai grandi après la fin de la guerre froide dans un monde de convergence où il y avait la mondialisation, tous les pays étaient impliqués, ils collaboraient. On faisait confiance aux institutions internationales, on pouvait signer des grands traités internationaux, la responsabilité de protéger pour interdire les mines antipersonnelles. Cette époque-là est révolue, là. On est dans un monde qui est profondément instable. Mais d'où l'absurdité d'aller s'aliéner des alliés naturels, ou entre guillemets des alliés quand même d'assez longue date, comme le fait Trudeau avec ses déclarations sur l'Inde. Je veux dire, si tu as déjà la Chine à dos, la Russie à dos, plusieurs pays qui sont quand même importants sur la scène internationale, les alliés que tu as, ça serait une bonne idée. Les garder, hein? Moi, honnêtement, je suis. Le Canada s'est éloigné des États-Unis sous les mandats de Trudeau. Rappelez-vous qu'ils ont fait le pari de la Chine contre les États-Unis dans le développement du vaccin. Ils ont complètement abandonné l'allié américain là-dessus. Il faut finalement, un peu en désespoir, on avait été mis sur un programme du tiers-monde. Rappelez-vous de ça, là. Un programme du tiers-monde pour être approvisionné en doses via l'ONU, parce qu'on avait refusé un partenariat avec les États-Unis, parce qu'on préférait la cochonnerie des Chinois. Là. Ça, c'est arrivé. Il ne faut jamais oublier ça. Après ça, tout ce qui s'est passé, les déclarations de Trudeau sur l'Inde, à un moment donné, tu te demandes si le but du Canada, c'est pas d'être complètement isolé en politique internationale. Tu as rappelé l'événement qui est arrivé. Bon, la France, l'Angleterre et d'autres pays qui ont signé une déclaration concernant Israël. Le Canada n'est même pas figurant là-dedans. Mais ça renvoie justement à ton bouquin que tu as écrit là-dessus, dont on a déjà parlé. Mais une chose, moi, qui me frappe, et je ne sais pas si vous allez être d'accord avec ça, c'est le débat complètement théorique que les Occidentaux sont en train d'avoir sur ce qui se passe, par exemple, en Israël versus la Palestine. On est dans des débats de droit, comme tu t'as parlé un peu là, des limites du droit international en ce moment. Donc, on est dans des débats de droit. On fait des panels, tout le monde en parle, et là, les gens viennent dire: est-ce que, selon le droit, Israël a le droit de se défendre ou non? Et lorsqu'ils se défendent, est-ce qu'ils ont le droit d'attaquer tel type de bâtiment ou non? Et eux, c'est un peu le propos que le colonel avait face à Patrick Lagacé quand il était interviewé. Il disait: ouais, mais attendez, il y a des gens qui ont été décapités, égorgés, tout ça, ça ne vous dérange pas? Là? Vous êtes dans des questions de doctrine, de droit international, tout ça, c'est un peu de. Je suis obligé de le dire, c'est un peu du n'importe quoi. Là. Et quand tu parlais des limites de tout ça, ça me faisait penser, tu dis, bon, ben, pour justifier de se défendre, un pays, d'un point de vue international, doit avoir d'abord été attaqué. Et ça me fait penser un peu à des commentaires que je voyais passer sur notre chaîne ou ailleurs. Des gens disaient: ouais, mais là, Israël, avec toute l'intelligence qu'ils ont, les services secrets, tout ça, ils devaient le savoir. Ils ont dû le laisser faire pour justifier l'attaque, tout ça. D'une certaine manière, tu dis, mais c'est presque comme si le droit international, pas incitait à ça, mais vous allez comprendre ce que je veux dire, dans le sens que si Israël avait, de manière préventive, attaqué des bâtiments en disant: il y a des gens qui préparent une attaque contre nous, donc on liquide tout ça, ils auraient eu une presse incroyablement négative en disant: ben là, ils ont encore attaqué Gaza, des gens sans défense, des pauvres petits, tout ça. Donc, la position éthique, entre guillemets, c'est d'attendre de te faire frapper dessus pour répliquer. Et ça, c'est directement relié à ce que tu disais avant, l'idée que... Hey, c'est un catch-22 parce qu'après ça, on va dire que tu as volontairement laissé l'attaque survenir. Ben oui. Non, sur ce point-là, il ne faut pas oublier une chose, c'est que Israël sortait au cours des 3 dernières semaines de 3 célébrations extrêmement importantes. Donc, à la mi-septembre, c'était le Rosh Hashanah, suivi le Yom Kippour, puis ensuite la fête des Sukkot. Donc, le Hamas a attaqué à la fin de la dernière journée, je crois, de la fête des Sukkot, donc après 3 semaines de célébration. C'est en fait l'équivalent de Noël le jour de l'an, puis la fête des rois, là, tu sais. Donc, c'est tout à fait possible que les forces armées israéliennes n'étaient pas entièrement déployées, que les soldats étaient un peu dormaient au gaz.
Puis ça se peut aussi qu'Israël, les services de renseignement pensaient plutôt qu'une attaque allait venir de la Cisjordanie ou du Nord par le biais du Hezbollah, là. Donc, c'est tout à fait possible. Puis ça, bon, on ne le saura jamais, mais c'est sûr qu'il va y avoir des enquêtes de la part du Mossad, du gouvernement israélien, pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé, qui n'a pas fait son travail. Et puis, il va y avoir des sanctions contre ces personnes-là. Oui. Moi, ce que je trouve un peu déplorable dans le conflit actuel, c'est la confusion des genres. C'est, par exemple, Gabriel Nadeau-Dubois qui disait dans un tweet tout meurtre ou tout décès de civils est un crime de guerre. Là, t'es comme, non, c'est faux. Il y a des règles de la guerre qu'il ne connaît pas. Puis malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ces règles-là. La règle la plus importante lorsqu'il y a un conflit, c'est ce qu'on appelle le principe de la discrimination. On n'a pas le droit d'attaquer délibérément des civils, mais uniquement les individus qui portent le statut de combattant. Bon, c'est qui ces personnes-là? Ben, c'est des personnes qui ont accepté de se laisser transformer en hommes dangereux. Donc, c'est des gens qui se sont fait incorporer dans les forces armées ou qui ont joint les forces armées volontairement. Donc, ces personnes-là, ils sont armés, entraînés à tuer, puis si on leur demande d'utiliser leur arme puis d'attaquer, ils vont le faire. Donc, ils se sont laissés transformer en personnes dangereuses. Donc, lorsque vous avez un conflit, bien, vous avez des combattants de part et d'autre qui se sont laissés transformer en personnes dangereuses, ce qui veut dire que les combattants de chaque côté ont la possibilité de tuer les combattants de l'autre côté. Donc, c'est comme ça qu'on en vient à justifier la mort pendant les conflits militaires. Ça repose sur le principe de la légitime défense. Les soldats en face de moi, si on leur donne l'ordre de le faire, ils vont essayer de me tuer. Puis moi, si on me donne l'ordre de le faire, je vais essayer de les tuer aussi. Donc, il y a un principe de mort réciproque. C'est comme un duel. Donc, c'est celui qui va tirer le plus rapidement. Donc, c'est comme ça qu'on justifie la mort pendant les conflits militaires. Ce qui fait que concrètement, il n'y a jamais un militaire qu'on va amener devant un tribunal pour l'inculper de meurtre ou d'homicide. Exactement. Parce que c'était dans le cadre des activités. C'est comme si le droit, entre guillemets, qui prévaut en temps de paix est un peu suspendu. Et là, c'est le droit international de la guerre qui prévaut là, dans ce cas-là. En fait, on copie aussi le droit domestique parce que en droit domestique, tu as le droit d'utiliser la force létale contre une personne qui te menace d'une force létale aussi. Donc, on copie la justification du recours à la force létale dans le droit domestique dans le cadre des conflits militaires. Donc, ce qui veut dire qu'un civil qui, lui, ne s'est pas laissé transformer en personne dangereuse, il ne constitue pas une menace pour autrui. Donc, le principe de la légitime défense ne s'applique pas contre un civil. D'où la raison pour laquelle les civils ne doivent jamais être tués délibérément pendant les conflits militaires. Donc, est-ce que ça veut dire maintenant que la mort de tout civil pendant un conflit militaire est assimilable à un crime de guerre? Non. Non, parce que tu ajoutais un mot qui était évident dans ta phrase, qui était délibérément. Délibérément. Donc, par exemple, ce qu'on appelle le principe de la nécessité militaire. Pendant une guerre, on a le droit de détruire un dépôt d'armement de l'ennemi. On a le droit de lancer de détruire des lance-roquettes de l'ennemi. On a le droit de détruire un aéroport qui est utilisé par l'ennemi pour faire atterrir et décoller des avions militaires. Donc, ça, c'est l'objectif principal, c'est de détruire ces infrastructures militaires-là. Donc, imaginez, par exemple, vous avez une usine d'armement qui construit des chars d'assaut. C'est une cible militaire légitime qu'on a le droit de détruire. Donc, mais s'il y a 500 travailleurs qui travaillent à l'intérieur de l'usine qui sont tués au moment de la destruction de l'usine, ce n'est pas considéré comme un crime de guerre parce que l'objectif primordial et le seul objectif, c'est de détruire cette cible militaire-là qui est une cible légitime. Donc, les civils qui vont mourir, ils vont être considérés comme des dommages collatéraux, mais ça ne sera pas considéré comme un crime de guerre. Donc, il faut faire attention ici parce que lorsqu'on voit des images de l'armée israélienne qui détruit des immeubles à logement à Gaza, les gens se disent « Oh mon Dieu, c'est horrible, c'est atroce, c'est un crime de guerre, c'est dégueulasse, les Israéliens sont aussi pires que les membres du Hamas. » La question, c'est qu'est-ce qu'il y avait dans ces édifices-là? Mm-hmm. Et ça, c'est très connu. Certaines entités, et le Hamas en particulier, utilisent des infrastructures civiles pour y cacher des armes ou pour y cacher des soldats. Donc, en faisant ça, ils transforment une cible non militaire en cible militaire. Il devient parfaitement légitime par la suite de la part d'Israël
de détruire ces infrastructures-là. Donc, maintenant, la question, c'est qui est responsable de la mort de ces gens-là? On peut dire, c'est le Hamas qui délibérément transforme une infrastructure civile qui ne devrait pas être prise d'assaut, attaquée par l'ennemi. Il les transforme en cible légitime, en cible militaire légitime, en y déployant des armes et des hommes. Donc, on a vu une vidéo ici en fin de semaine, c'était un lance-roquette du Hamas au beau milieu d'une zone résidentielle. Et puis, on a vu l'aviation israélienne où, à l'aide de drones, ils ont détruit les lance-roquettes. Donc, évidemment, si vous avez une école primaire juste de l'autre côté de la rue du lance-roquette, puis l'autre rue à côté, un hôpital, oui, il peut y avoir des civils qui vont être tués, mais le fait est que ce sont des dommages, ce sont des victimes collatérales, parce que l'objectif de la frappe, ce n'est pas de tuer des civils, mais c'est de détruire une cible militaire légitime. Et ça, ce n'est pas un crime de guerre. Et les gens, Gabriel Nadeau-Dubois en particulier, mais beaucoup de personnes, ils ne comprennent pas cette distinction-là. Puis c'est malheureux parce qu'après ça, les gens voient ces images-là à la télévision puis ils se disent « Oh mon Dieu, Israël mène une politique terroriste aussi pire, sinon pire que la Hamas, parce qu'eux, ils bénéficient d'une supériorité technologique qui leur permet de tuer encore plus de civils. » Mais il faut prendre en considération cette distinction-là qui est fondamentale. Oui, qui est quand même une différence entre détruire une zone civile parce qu'il y avait des rampes de lancement de roquettes versus débarquer avec des couteaux, des mitraillettes dans un festival de musique. Il y a quand même une différence entre les deux. Il y a juste un point, je pense, qu'on n'a pas spécifié. Il y a souvent, je ne pense pas que ce soit toutes les attaques aériennes, mais il y a souvent un avertissement puis une annonce qui est faite aux gens du côté de la bande de Gaza. Comment ça fonctionne exactement? Parce qu'on pense qu'Israël est juste à l'extérieur, ils ne sont pas à l'intérieur. Comment que la communication se fait que tel bâtiment va être attaqué par une frappe aérienne? Ça peut être par radio, ça peut être, on peut peut-être suspecter qu'avec les moyens technologiques d'aujourd'hui, ça peut peut-être même être sur X ou Twitter. Mais l'idée, c'est que oui, on prévient les individus au préalable. On donne suffisamment de temps aux civils pour pouvoir évacuer l'édifice et pas suffisamment à l'ennemi pour pouvoir y retirer les armements qu'ils peuvent avoir cachés. Est-ce que ça fonctionne ou on fait croire un peu qu'il y a de la propagande là-dedans, vous ne devriez pas quitter le building, c'est fake? Ou est-ce qu'on réussit vraiment à sauver des vies civiles en faisant ça? Ou finalement, des fois, on peut... Parce qu'ils ne sont quand même pas trop stables, la Hamas, dans cette histoire-là. On sait que quand il y a des civils tués, ça fait quasiment leur affaire. Donc, on est dans une position, tu te dis, est-ce que cette annonce-là qui est faite que tel building va être bombardé, est-ce qu'il y a une efficacité qui est assez grande ou c'est simplement pour, en droit international, se donner un peu, pas carte blanche, c'est pas le bon mot, mais s'assurer qu'on est correct, autrement dit, au niveau du droit international? Tu sais, les groupes terroristes misent énormément sur l'indignation internationale. Comme tu dis, lorsque des civils sont tués, ils en profitent. C'est sur les réseaux sociaux, ils utilisent ça comme outil de propagande pour justement dénaturer l'ennemi. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se faire traiter de terroriste. Un terroriste, c'est quelqu'un qui commet du meurtre à grande échelle. Là. Il n'y a rien de pire que ça. Gratuitement, ça délégitimise complètement la cause politique pour laquelle on combat. Donc, c'est tout à fait normal de la part du Hamas d'essayer de caricaturer Israël comme étant un État terroriste et vice-versa aussi. Là. Donc, est-ce que réellement ils cherchent à évacuer les civils? On peut en douter. Tu sais, Israël a ouvert un corridor humanitaire pour évacuer les civils de Gaza vers le sud. Et puis, on a vu une frappe. Selon la Hamas, ils disent que c'est une frappe de l'armée israélienne. Ils ont tiré sur la route, ils ont détruit des véhicules de civils qui cherchaient à fuir la bande de Gaza. Et lorsqu'on regarde une vidéo au ralenti, on se rend compte qu'il n'y a rien qui tombe du ciel. Donc, c'est fort probablement une improvised explosive device, une bombe artisanale qui avait été posée sur le bord de la route. Donc, bon, tu sais, dans un... il peut y avoir du sabotage, des opérations, entre guillemets, sous faux drapeau, tout ce genre de trucs-là. D'ailleurs, ce que tu disais là, avec les bâtiments publics, il y a eu les bâtiments publics ou des endroits où des civils, par exemple, sont sacrifiés par des destructions d'armes ou ce genre de choses-là. Il y a
moi, depuis le début là, on revient à l'Ukraine versus la Russie, c'est quelque chose qui était éminemment présent dans la couverture médiatique aussi. Je me souviens là, j'ai pas les détails en tête, là, mais je me souviens de l'histoire d'un hôpital dans la région de Kherson, je crois, où les Ukrainiens accusaient les Russes d'avoir détruit un hôpital où il y avait un centre de maternité, tout ça. Et là, eux, les Russes, en réponse, disaient, ouais, mais l'hôpital est vide. En fait, ça agissait maintenant comme un dépôt d'armes. Donc, on était légitimé de détruire le bâtiment. Tu sais, honnêtement, pour quelqu'un qui est au Canada, pas trop connecté, qu'est-ce que On ne j'en sait sais? pas. On ne sait On, pas, là. on sait- On mais est comme livré à de l'information contradictoire comme ça, puis t'es comme. Ben, des fois, ton cœur penche, entre guillemets, pour dire ben, j'ai plus confiance à ce que lui dit que celui-là sur ce dossier-là précis. Mais honnêtement, faire la preuve de ça après, tu sais, c'est très compliqué, là. c'est pas ce qu'il y a. Mais une chose est sûre, si un hôpital, dans un hôpital, une force armée, il stocke des armes ou des soldats, ça devient une cible militaire légitime. Donc, la responsabilité revient à la personne qui a mis les armes là. Oui, dans ce cas-ci, oui. Oui, oui. Et puis, André Berkoff, je me souviens, il y a environ un an et demi, il avait accueilli en entrevue un légionnaire français qui avait servi dans les forces armées ukrainiennes et qui disait exactement, malheureusement, les Ukrainiens ont tendance à planquer des armes dans des infrastructures civiles ou à proximité d'infrastructures civiles. Donc, en faisant ça, ils augmentent les chances que l'armée russe va lancer des frappes contre ces infrastructures-là. Mais bon, c'est une des choses, dans toute guerre, il y aura toujours de la propagande de part et d'autre. Et puis l'objectif, c'est toujours de faire passer son ennemi comme un barbare, comme un terroriste. Donc, on va utiliser des événements comme ceux-là pour pouvoir les dépeindre de cette façon-là. Mais c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est toute infrastructure peut devenir une cible militaire légitime si on y dépose des armes, si des soldats s'y reposent, s'y entraînent, etc., etc. Là. Et frapper une cible comme celle-là, c'est pas un crime de guerre, c'est une cible militaire légitime. Est-ce que je me trompe si je dis que un des grands perdants en ce moment de ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est l'Ukraine? Parce que on a vu la réaction un peu désespérée. Et honnêtement, j'ai trouvé que ça manquait de classe, là, ce qu'a fait Zelensky, là, de genre en pleine la journée même ou le lendemain qu'il y a eu l'attaque barbare du Hamas. Il s'est dépêché d'aller au siège de l'OTAN pour essayer de dire oubliez pas, on est encore là, là. Parce qu'il est pas con, Zelensky. Il sait très bien que la capacité d'indignation que les Occidentaux ont envers l'injustice, envers la guerre, est assez unidirectionnelle. Ouais. Pendant qu'on se préoccupait du conflit en Ukraine, on se foutait un peu de ce qui arrivait en Afrique. Là, tout d'un coup, l'Ukraine, depuis une semaine, est complètement disparue des radars. Essayez de trouver des articles là-dessus dans les journaux, il n'y en a aucun. Quand je dis il n'y en a aucun, vous allez en trouver dans des trucs un peu reculés, mais le Wall Street ne parle plus de ça. Les journaux de Québécois où il y avait 4-5 articles par jour là-dessus, c'est presque rendu muet. Et Zelensky, il le sait, ça. Et il le sait probablement que c'est une période très dangereuse pour lui et pour sa nation, parce que si les Russes ont, entre guillemets, un coup de cochon à faire, c'est maintenant de le faire. Là. Mais en fait, il faut le dire aussi, depuis un mois environ, ça ne va pas très bien pour l'armée ukrainienne sur le champ de bataille. Depuis le mois de janvier, en fait, l'armée russe a repris plus de territoire en Ukraine que l'Ukraine en a reconquis aux Russes. J'avais mis sur Twitter il y a 2 semaines la superficie exacte. Je ne me souviens plus exactement, mais c'était quelque chose comme 550 km² versus 250 ou 300 km². Ouais. C'était de cet ordre-là. La contre-offensive ukrainienne a complètement échoué. Puis là, ce qu'on voit en ce moment, c'est que l'armée russe est en train elle-même de passer à la contre-offensive. Et puis, on se rend compte que les réserves de l'armée ukrainienne sont extrêmement limitées. Les troupes russes progressent. Donc, je ne serais pas surpris que d'ici la fin de l'année, les territoires que l'Ukraine a reconquis autour du hameau de Robotyne, j'avais fait un billet il y a quelques semaines autour de cette région-là. Je ne serais pas surpris d'ici la fin de l'année, l'Ukraine soit obligée d'abandonner les territoires qui ont ce territoire-là d'à peu près 7 km² qu'ils ont reconquis.
Ça leur a coûté des centaines d'équipements de l'Occident. Ça leur a coûté, selon les estimations, jusqu'à 60 000 à 70 000 soldats tués ou mis hors de combat de façon définitive, là, donc très sévèrement blessés. Donc, le coût humain et matériel de leur contre-offensive a été extrêmement élevé pour des résultats, pour une absence de résultats. Et puis là, maintenant, ben, vous le savez, en Occident, même avant ce qui s'est passé en Israël, il commençait à y avoir des remises en question. On l'a vu aux États-Unis, je pense que c'est assez évident. C'est ça, on vous donne là, des chars d'assaut, on vous donne des milliards de dollars, et puis vous n'êtes pas capable de reprendre les territoires en question. Puis on se rend compte qu'une partie du matériel qu'on vous a donné a disparu sur le marché noir, d'où la raison pour laquelle l'ancien ministre de la Défense ukrainien a été saqué pour cause de corruption. Donc peut-être une partie de ce matériel-là est maintenant rendu au Proche-Orient et est utilisé contre un allié de l'Occident, en l'occurrence Israël. Donc, il y a beaucoup de questions qui se posaient déjà sur l'aide militaire à l'Ukraine, sa pertinence, mais surtout son efficacité. Et puis, parce que c'était un peu, dans l'esprit de beaucoup de gens en Occident, c'était, ils vont reconquérir les territoires cet été, ils vont repousser définitivement l'armée russe qui va décider tout simplement de quitter l'entièreté du territoire ukrainien, puis bingo, on se rend compte que ce n'est pas du tout ça qui est en train de se produire. En fait, c'est malheureusement plutôt l'inverse pour les Ukrainiens. Donc, ça va ajouter une couche de cynisme. Les gens vont devenir encore plus sceptiques par rapport à la capacité de l'Ukraine d'être véritablement en mesure de reconquérir les territoires qu'ils ont perdus en 2014, mais aussi surtout depuis 2022. Là. Ouais, Mais tu sais, tu parles des Québécois qui suivent un peu moins l'actualité que nous, là, des non-geeks politiques. Présentement, dans leur tête, ils trouvent que ça brasse beaucoup sa planète. Ils sont vraiment dans une position qu'ils se disent « OK, on est vraiment dans un monde instable. Qu'est-ce qui se passe? » Ça amène des fois de l'anxiété chez des gens, d'autres fois une incompréhension ou une indifférence malheureuse, par contre, des fois aussi. Les gens veulent s'éloigner de l'actualité à ce moment-là. Mais on se rend compte, moi en tout cas, c'est ce qui m'arrive à chaque fois que ce type de conflit-là arrive. On se rend compte de notre niveau de confort extrêmement élevé en Occident, où est-ce qu'on n'a pas à vivre ce type de menace-là constante. Mais je trouve que ça nous amène aussi à être très déconnectés. Tu sais, j'ai le feeling des années 70-80, de par la guerre froide, faisait en sorte que les gens avaient une impression réelle qu'un conflit armé avec des armes nucléaires était possible. Donc, ça obligeait les gens à comprendre ce qui se passait, à être un peu plus informés sur ce qui allait se passer. Mais là, en 2023, où est-ce que ça fait longtemps que le Canada et les États-Unis n'ont pas été menacés localement, exception faite du World Trade Center, là, tout le monde comprend ça, on est vraiment dans un monde où est-ce que notre niveau de confort nous amène à avoir des drôles de réflexions sur ces conflits armés-là, j'ai l'impression. Je nous sens extrêmement déconnectés. Tu sais, je veux dire, qu'une chaîne politique comme la nôtre s'intéresse à des conflits armés comme ça, je pense que c'est totalement naturel. Et le commentaire qu'on va recevoir le plus souvent, c'est « Pouvez-vous parler d'affaires moins lourdes, s'il vous plaît? Vous êtes tannant, nanana, des choses comme ça. » Mais il faut être confortable pour penser des choses comme ça, pareil, aujourd'hui. Oui, mais c'est ce que Blanchet-Gravel disait l'autre fois, là, des gens qui sont micro-agressés par les nouvelles. Là. C'est ça, il faut se rendre compte que c'est le luxe qu'on a, c'est le luxe que les Occidentaux ont de dire « Ah, ben cette notification-là que je viens de voir sur mon téléphone, j'aurais aimé ne pas l'avoir, vous m'agressez avec votre actualité internationale. » Et tout ça, c'est un peu la discussion que j'ai eue avec des gens qui me disaient, parce que je leur disais, écoutez, les images que j'ai vues, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point c'est horrible. Parce que je me disais, mais pourquoi tu regardes ça? Puis je disais, mais parce que moi, j'ai le luxe de juste les voir et de ne pas les subir. C'est ça. Tu sais, la dernière fois que le territoire canadien a été envahi par des troupes étrangères, c'était en 1812-1814. Puis les États-Unis, la dernière fois que le territoire américain a été envahi, bon, ben, il y a le 11 septembre, il y a Pearl Harbor, mais bon, est-ce que Hawaï fait vraiment partie du territoire américain? Bon, c'est pas le continent américain en tant que tel. Ça a été, encore une fois, dans leur cas, 1812-1814. Ils ont eu la guerre civile au milieu du 19e siècle aussi, mais tu sais, en Amérique, on vit dans un monde où, justement, la
la menace réelle de perdre nos libertés, de perdre notre propriété, je veux dire, c'est un très lointain souvenir, c'est dans les livres d'histoire. Mais je veux dire, moi, ici, au Kazakhstan, là, les gens, il y a encore des gens qui ont vécu sous l'oppression soviétique, là, qui s'en souviennent très bien, qu'ils avaient perdu leur liberté. Donc, on en avait déjà discuté ici pendant le COVID. Tu sais, les mesures de confinement sanitaire, puis de code QR pour pouvoir entrer à certaines places, puis l'obligation vaccinale, les gens, là, ils étaient assez réfractaires là, à suivre ces mesures-là, parce qu'eux, ils ont encore en tête une mémoire là, vivace. Là. Certaines personnes ont vécu ça, un État autoritaire qui leur enlève leur liberté individuelle. Donc, on le voyait là, au Canada avec les immigrants. Plusieurs immigrants, surtout quand ça venait de Cuba, par exemple, étaient extrêmement déconcertés de voir ce qui se passait dans notre pays. C'était PTSD. Là. C'est ça, les gens au Canada qui acceptaient sans broncher. Ah oui, c'est tout à fait normal. Alors qu'ici, c'est tout à fait l'inverse. Parce que c'est ça, la mémoire de pouvoir perdre ce qu'on a, elle est vivace. Les gens, il y a encore des gens vivants qui sont capables de raconter ça à leurs enfants puis à leurs petits-enfants. Donc, ici, ils sont beaucoup plus réfractaires puis ils sont conscients qu'ils peuvent réellement tout perdre du jour au lendemain. Là. Dans un ordre d'idée qui est beaucoup moins important ou disons que moins de conséquences négatives, c'est pas un hasard si les personnes qui ont réagi à l'interdiction du rassemblement pro-vie qui devait avoir lieu au Centre des congrès à Québec, c'est pas un hasard si c'est Luc Lavoie, Michel Cauger et d'autres personnes comme ça. Comme par hasard, tous des gens d'un certain âge. Pourquoi? Parce que quand ils écoutaient parler, ce sont des gens qui se rappellent de quand ils étaient petits, les livres qui étaient interdits par le régime en place, tout ça, des choses que nous, on n'a pas vécues. Moi, j'ai jamais été au cégep avec des profs qui disent que si tu lis Nietzsche, tu vas finir en enfer ou ce genre de trucs-là. Mais des gens qui ont vécu une autre époque où il y avait des organismes de censure qui un peu comme dans 30 ans, 40 ans, les gens que vous allez côtoyer, pour ceux qui vont être encore de ce monde, on l'espère le plus longtemps possible, vous allez côtoyer des gens qui n'auront jamais connu l'époque où on vous met un couvre-feu puis vous allez vous coucher à 8 heures parce qu'il y a une grippe. Là. Je le dis grossièrement, mais c'est ça un peu la réalité. Nous, on va l'avoir connu, on sait ce que c'est, mais les autres, ils ne le sauront pas. Donc, vous, si jamais cet événement-là se reproduit en 2040, vous allez vous souvenir de à quoi ça va déboucher. Vous allez vous souvenir, il y avait eu un gros convoi avec des manifestations, tout ça, mais ceux qui viennent après, malheureusement, n'ont pas nécessairement la même conscience des événements que ceux qui étaient là. Moi, j'ai une dernière question pour Jeff, puis c'est un conflit que j'ai dans ma tête. Je veux dire, moi, je me définis réellement comme un occidental dans ma tête, dans le sens que la liberté est vachement importante, elle est fragile, la démocratie, c'est quelque chose qui est important aussi, le respect des institutions, ainsi de suite. Je veux dire, dans ce contexte-là, de favoriser le maintien en place d'Israël, puis d'avoir tendance à prendre de ce côté-là est plus facile dans ma tête. J'ai l'impression que pour plusieurs Québécois qui n'ont eu comme seul objectif dans leur vie l'indépendance de leur pays, on tombe trop facilement dans le panneau de se voir comme la Palestine dans ce dossier-là. Donc, on se met à la place du Palestinien opprimé par le Juif, puis on se dit, ça serait bien que ces gens-là puissent se libérer et obtenir enfin leur pays. Sumo, c'est niais un peu comme position. Ben, je veux dire, c'est tout à fait légitime. Puis, je vais faire un parallèle avec le Québec, tout le monde va être en mesure de comprendre très facilement. Le mouvement palestinien dans les années 90 était dominé principalement par le Fatah, qui était le mouvement politique de Yasser Arafat. En 93, un mouvement quand même radical dans les années 60, 70, 80, qui a été impliqué dans des attentats terroristes. Mais dans les années 90, Arafat a dit là, on veut pouvoir contrôler notre territoire, mais pour pouvoir faire ça, il faut abandonner l'option du terrorisme. Ça, c'est une condition sine qua non pour qu'Israël accepte de discuter avec nous. On va reconnaître aussi le droit d'Israël d'exister. Et puis, à partir de ce moment-là, Israël a enclenché des discussions, des négociations avec le mouvement palestinien qui a mené aux accords d'Oslo en 1993, qui ont créé l'autorité palestinienne et la possibilité pour les Palestiniens de contrôler la Cisjordanie et la bande de Gaza. Donc, le mouvement palestinien à l'époque, c'est un mouvement revendicateur, anticolonial, mais politique, qui rejetait le terrorisme et qui se disait on va être en mesure de parvenir à nos fins par le biais de la négociation. Pour moi, faites le parallèle, c'est un peu comme si
à l'époque, le mouvement palestinien était dirigé par le Parti québécois. Donc, on veut se libérer de l'oppression canadienne, on va faire un référendum, puis si on le gagne, ben, ils vont négocier avec nous, puis on va obtenir ce qu'on veut. Donc, rejet complet du terrorisme. C'est légitime. Tout à fait légitime. Quand tu as un interlocuteur comme ça, qui a des demandes légitimes, qui refuse la violence, ben, tu dois t'asseoir avec lui et essayer de trouver un compromis. Et qui n'a pas comme but d'éradiquer son opposant non plus. Là, on reconnaît l'idée d'une solution à 2 États, dont chaque personne, chaque groupe a son territoire, puis on cohabite. Là. Exactement. Non, mais depuis, par contre, le Fatah a été s'est délégitimé pour différentes raisons, notamment la corruption, ce qui a permis au Hamas d'émerger comme force politique de premier plan, surtout dans la bande de Gaza. Et là, maintenant, ben, c'est un mouvement terroriste qui refuse de faire toute discrimination entre civils et combattants. Pour eux, tout Israélien est un combattant, mérite de mourir, puis ça ne les empêche pas de dormir s'ils sont en mesure de tuer des femmes et des enfants. Donc, c'est comme si maintenant, imaginez-vous, si le mouvement souverainiste québécois était maintenant dirigé par le FLQ. Puis le FLQ sur les stéroïdes, là. Oui. Le FLQ était quand même en mesure de distinguer qui, à leurs yeux, étaient des personnes qui avaient engagé leurs responsabilités personnelles dans l'oppression. Oui, c'est ça. Au lieu d'enlever Pierre Laporte, ils enlèvent des civils. C'est ça, puis ils les liquident, puis ils leur coupent leur tête. Là. Donc, est-ce que le mouvement anticolonial, qui dans les années 90 était légitime, noble, ben, il faut comprendre que maintenant, c'est un mouvement qui est ignoble, c'est un mouvement qui est inhumain, qui est terroriste, qui est en fait une version 2.0 de Daesh. Là. Donc, ça délégitimise énormément la cause pour laquelle ils combattent. T'sais, si dans les années 60-70, l'État canadien refusait systématiquement de négocier avec le FLQ, puis ils ont même imposé la loi des mesures de guerre parce que c'était une menace à la vie d'autrui, ben, c'est le Parti québécois qui est devenu le mouvement derrière le mouvement de libération nationale des Québécois, ben, il y a eu de la négociation, puis on permet à ces gens-là maintenant de siéger à Ottawa, là, parce que c'est une force politique légitime. C'est la bonne façon de faire les choses. C'est la seule et unique façon. Et on ne peut pas négocier avec le terrorisme, on ne peut pas négocier avec des gens qui veulent nous liquider, qui nient notre droit à exister. Je veux dire, c'est impossible. Puis ça ne mènera à rien. Ils n'auront pas ce qu'ils veulent. C'est un cul-de-sac. Puis il est à espérer qu'un jour, il va y avoir un retour de la raison à l'intérieur du mouvement palestinien parce qu'il y a des gens qui voudraient reprendre la logique d'Arafat dans les années 90. Là. Mais aujourd'hui, ces gens-là, ils n'ont pas voix au chapitre parce qu'ils sont complètement écrasés, marginalisés par les terroristes du Hamas. Il est tout simplement à espérer qu'il va y avoir un renversement de la tendance et que un peu ce que René Lévesque avait. René Lévesque, on peut lui reprocher ce qu'on veut, mais il avait quand même condamné très fortement là, les agissements qui avaient été faits par le FLQ. Puis il a toujours eu conscience qu'il fallait qu'il se distancie des éléments, parce qu'au début du Parti québécois, là, petite parenthèse en concluant, c'était une large coalition qui allait de Gilles Grégoire, des anciens de l'Union nationale, jusqu'au RIN. Et des éléments un peu weirdo, il y en avait. Là. Mais René Lévesque a toujours fait ce qu'il pouvait pour essayer de les tasser. D'ailleurs, ces gens-là ont un peu fini par avoir sa peau là, au fil du temps. Là. Mais il y avait conscience que ne serait-ce que pour l'image, même si ce n'est pas profond comme conviction, ne serait-ce que pour l'image que tu dégages, si tu vas avoir des appuis à l'international et autres, il faut que tu te dégages de tes éléments radicaux à un moment donné. Sinon, c'est peine perdue. Là. Exactement. Puis, tu sais, un dernier point. En 1980, en Irlande du Nord, tu sais, ça a été un conflit qui a duré pendant 65-70 ans. Il y avait des tueries de part et d'autre. En 1996, Tony Blair a été en mesure de mettre en place les accords du Vendredi Saint, ce qui a permis aux protestants et aux catholiques de s'asseoir puis de mettre en place un parlement nord-irlandais où ils se partagent la gouvernance. Mais la condition fondamentale pour que ça puisse se produire, il a exigé que les groupes armés de part et d'autre rendent les armes et renoncent à la cause terroriste pour favoriser le combat politique. Il n'y a pas d'autre façon pour pouvoir en venir à des compromis qui vont être en mesure d'accommoder tout un chacun. L'option terroriste, c'est un cul-de-sac, puis avec raison. Avec raison, parce que dans un livre que j'ai écrit, il n'y a pas de version française malheureusement, mais en début d'année, je me suis donné pour tâche dans un chapitre d'essayer est-ce que c'est possible de justifier le terrorisme?
je me suis cassé la tête pendant des semaines et des semaines pour essayer de trouver des arguments qui permettraient peut-être de justifier le Tu as été recours ton au propre terrorisme. avocat du diable, dans le fond. Oui, puis j'ai vraiment cherché, j'ai analysé tous les arguments possibles, puis j'en suis venu à la conclusion qu'il n'y a pas de justification possible, c'est impossible. Donc, on ne peut pas négocier avec des gens qui s'en prennent délibérément à des civils. C'est des meurtriers en série. Puis, tu sais, des meurtriers en série, on les envoie en prison. On ne négocie pas avec ces gens-là. C'est la même logique avec les terroristes. Juste conclure, j'étais dans une petite... puis non, on va conclure avec ça, je pense que c'est trop bon. Bon, Parfait de même. C'est bon comme ça. Hey, merci, un énorme merci, Jean-François, d'avoir été avec nous pendant près d'une heure là, ce matin. C'était vraiment agréable. J'espère que ça a mis un peu ça a mis des mots sur les interrogations que des gens avaient, que ça a clarifié certaines choses, que ça a nuancé certaines affaires. En tout cas, c'est du moins, si ça peut avoir amené des lumières à quelques personnes, en tout cas, ce sera déjà ça comme d'accompli. Puis au plaisir de se reparler prochainement. Ouais, à bientôt. Bonne Yes, journée. merci. Bye.